Les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de l'analyse de l'arrivée d'Hansi Flick au Barça. Si la première partie était consacrée à mes 5 doutes et les 5 points positifs de son arrivée, cette seconde partie est focalisée sur l'aspect tactique. C'est parti. Alors les amis, pour parler de l'aspect tactique, j'ai décidé de me focaliser sur une saison en particulier d'Hansi Flick, la saison bien évidemment de tous les trophées. Je ne vais pas parler des saisons 2000-2005 lorsqu'il était entraîneur d'Hoffenheim, je ne vais pas parler non plus des saisons où il a été sélectionneur de l'Allemagne. Je m'intéresse à la période prime d'Hansi Flick, là où il a tout gagné, 2019-2020. Et la première chose à dire justement sur cette équipe, c'est que c'est une formation en 4-2-3-1. Alors c'est une formation, au départ, c'est la formation qui sort justement la line-up avant les matchs. Mais vous allez le voir, c'est très flexible. Donc ne vous arrêtez pas uniquement au 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 qui a un principe fondamental qu'on va retrouver tout le long de la vidéo, c'est trouver les offensifs le plus rapidement possible. Et Hansi Flick et le Bayern Munich vont utiliser 3 moyens pour le faire. Les voici. Premier point les amis pour essayer de trouver les offensifs le plus rapidement, c'est élargir son bloc. On va prendre notre équipe, on va se mettre le plus sur les côtés au niveau de nos latéraux. Donc Pavard, tu vas coller ta ligne, Davies, tu colles ta ligne. Davies un petit peu plus haut et Pavard un peu plus en retrait, certes, mais l'idée c'est écarter. Pourquoi est-ce qu'on écarte? Pour que le bloc adverse également s'écarte le plus possible et laisse le plus d'espace entre ses joueurs. Tu additionnes à ça beaucoup de dynamisme, de fluidité, de flexibilité chez les autres joueurs, notamment et tout d'abord ton double pivot, que ce soit Goretzka, Kimmich ou Thiago Alcantara, Kimmich. Kimmich des fois un peu plus haut, des fois plus bas. Thiago Alcantara des fois plus haut, des fois plus bas. Goretzka des fois plus haut, des fois plus bas. Ça bouge. On essaie d'avoir un joueur qui soit dans l'interligne et qui soit en proposition des ballons. Ensuite, tes offensifs, que ce soit Coman, Sané, Gnabry, c'est des joueurs qui peuvent être soit sur les côtés, donc qui restent sur les lignes en tant que vrai pur ailier, soit hop, on rentre dans le demi-espace pour proposer. Objectif à ce moment-là pour le Bayern, c'est on va jouer sur les côtés. Si les joueurs adverses ils nous prennent sur les côtés, on joue axial. Hop, Gnabry, proposition axiale, Müller, etc. qui va passer à Lewandowski. On joue vite, on trouve les offensifs. Si vous ne nous prenez pas sur les côtés, vous inquiétez pas, on va foncer sur les côtés. Et quand tu as Davies, Prime qui fonce sur un côté, tu n'as pas trop envie quand tu es son adversaire. Donc ça, c'est la première situation pour trouver ces offensifs. La petite problématique de cette situation, c'est face aux autres blocs qui ne sont pas des blocs médians. Parce que ce que je viens de vous dire, l'élargissement du terrain, ça marche très bien face aux blocs médians. Mais en revanche, pour des blocs hauts ou des blocs bas, il va y avoir d'autres tactiques. Et l'une des premières solutions justement pour contrer les autres blocs, ça va être la recherche de l'ultra verticalité. Verticalité, tu vas la trouver avec de la prise de risque de tes joueurs qui sont un peu plus en retrait. Quand tu as des joueurs comme Kimmich, des joueurs comme Boateng, des joueurs comme Alaba qui ont une énorme qualité de pied, tu vas essayer de trouver tes joueurs qui courent vite le plus rapidement possible. L'idée de Flick, c'est de dire n'hésitez pas à prendre le risque de sauter les lignes avec des longs ballons. Vous voyez un espace, boum, tu envoies Sané courir, il n'y a aucun problème. Et ensuite, le troisième point sur justement l'ultra verticalité, c'est si tu es face à un bloc haut, et je viens d'en parler dans le point juste avant, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers par exemple d'un Neuer ou d'un Boateng pour dépasser, surpasser les lignes du bloc adverse et ensuite trouver un Müller, un Lewandowski qui vont essayer de prendre le ballon en pivot. Et s'ils ne le prennent pas, ce ballon, ça va être la guerre du second ballon et on va mettre plein d'intensité justement pour le récupérer et être sur ce second ballon et profiter du fait que l'équipe d'en face, elle soit plus organisée puisqu'elle aura fait un bloc haut, il n'y a plus personne derrière, tu peux ensuite partir en transition. Donc on n'est pas du tout sur un Bayern qui va essayer justement de faire des passes en arrière, etc., de redoubler d'efforts pour casser le bloc adverse. Non, c'est on essaie de casser le bloc adverse par une passe en hauteur pour trouver nos joueurs, mettre de l'intensité, gagner les seconds ballons. Et justement, l'intensité, les amis, c'est le troisième point que va utiliser le Bayern pour trouver ses offensifs. Troisième point, donc l'intensité et plus précisément sur le pressing. C'est quelque chose d'extrêmement important pour ce Bayern de Flick. Ça va être la récupération du ballon. Donc tout d'abord en mettant constamment une intensité face à son adversaire. Donc toujours avoir des joueurs qui vont se donner à fond pour récupérer le ballon, ne pas laisser souffler l'adversaire et surtout utiliser le contre-pressing comme arme principale. Le Gegenpressing ou le Gegenpressing pour ceux qui ne veulent pas mettre d'accent, c'est récupérer le ballon tout de suite
quand tu l'as perdu. Et ça va être très important de la part du Bayern Munich parce que ça va lui permettre de récupérer le ballon vite, de récupérer face à une défense qui n'est pas organisée et donc de trouver ses offensifs très rapidement. L'autre objectif du Bayern Munich, ça va être également mettre beaucoup d'intensité dans le dernier tiers adverse, que ce soit sur des contre-attaques, donc dans la verticalité, on s'en fiche, on met plein de gens qui vont attaquer, soit dans des situations où il y a plus la possession du ballon, ça va être plus en gestion, même principe, on met beaucoup de joueurs dans le dernier tiers adverse. Pourquoi? Comme ça, dès que l'adversaire va récupérer le ballon, toi tu as créé beaucoup de densité dans cet espace. À partir du moment où tu as créé de la densité, tout de suite pour le récupérer, tes joueurs ils sont en capacité d'être en 1 contre 1 et à partir de ce moment-là, tu récupères le ballon beaucoup plus rapidement. Donc là, on vient de voir les 3 méthodes qu'utilise le Bayern Munich pour trouver ses offensifs le plus rapidement possible et être performant. Mais est-ce que ces méthodes sont totalement sans risque? Vous l'avez bien compris, je pense les amis, non, ce n'est pas sans risque d'utiliser ces méthodes. Et en tout premier lieu, on va parler de l'ultra-verticalité et surtout de la verticalité utilisée face au bloc haut. Quand Neuer ou les joueurs reculés vont justement user de ces longs ballons pour trouver un Lewandowski ou des joueurs offensifs. Ça peut te mettre en difficulté. Pourquoi? Parce que ton équipe n'est plus structurée à la perte du ballon. Si ce ballon est mal donné, si sur le second ballon, tu t'es pas assez battu, tout de suite tu es en difficulté parce que ton équipe, elle est déstructurée. Tu vas lancer un pressing, mais que tu ne seras pas coordonné parce que tu n'auras pas eu le temps avant de bien planifier et de bien structurer tous tes joueurs sur le terrain. Et ça a été des situations où le Bayern a grandement été en difficulté. L'autre point de difficulté, c'est surtout quand le Bayern exécute son fameux contre-pressing. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, ils essayent de mettre beaucoup de densité offensive. Tu mets beaucoup de joueurs, etc. Si tu perds le ballon, si l'équipe en face, elle est capable tactiquement, techniquement de s'en sortir, et on l'a notamment vu avec le Paris Saint-Germain qui les a éliminés l'année d'après en Ligue des Champions, quand un Neymar Prime, un Verratti qui sont très bons justement pour ressortir le ballon, ça devient tout de suite plus difficile pour le Bayern Munich. Là, tu te mets grandement en difficulté parce qu'en face, ils ont beaucoup d'espace pour attaquer. Le Bayern Munich a accepté ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Davis Prime. Et quand tu as Davis Prime, c'est comme quand tu as Kyle Walker à Manchester City ou Nuno Mendes au Paris Saint-Germain quand il est en forme. Tu as des joueurs qui physiquement, athlétiquement parlant, sont capables de gagner des mètres et de récupérer des joueurs justement dans la profondeur. Donc c'est carrément des cheat codes. Mais si tu n'as pas Davis Prime, ça devient tout de suite plus compliqué. En plus de ça, tu as une charnière défensive à la Boateng qui à ce moment-là était vraiment un très haut niveau, plus ta Neuer, donc tu pouvais avoir certaines garanties. Mais même avec tout ça, le Bayern était une équipe qui concédait énormément de buts, énormément de situations, mais c'était accepté. Pourquoi? Parce que Flick avait pour idée de marquer plus. Et sur ces saisons-ci, le Bayern marquait plus. Donc il concédait beaucoup, mais il marquait à chaque fois 3-4 buts, donc ça passait. C'était donc des méthodes risquées, mais un peu assumées et également aidées par des joueurs qui étaient à des niveaux très élevés. Mais si ces joueurs ne sont pas à ce super niveau pour résoudre ces problèmes et ces risques tactiques, ça devient tout de suite plus compliqué. Et justement, maintenant venons-en à est-ce que cette tactique est possible avec l'effectif actuel du FC Barcelone. Et là, je me pose quelques questions, j'ai quelques doutes. Pourquoi j'ai quelques doutes? Parce que déjà cette année, on a vu des difficultés du Barça à justement corréler verticalité et possession. Déjà dans la nature des joueurs. Tu as des joueurs, beaucoup de joueurs qui sont des joueurs typés, profilés, conservation de balle. Pedri, De Jong, Gundogan, Lamine Yamal sont des joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds, jouer et essayer de trouver des décalages de différence, mais un petit peu plus lentement. Or, tu as aussi des joueurs qui aiment évoluer dans la verticalité. Tu as un Rafinha qui excelle là-dedans, un Fermin Lopez, un Baldé s'il est présent. C'est des joueurs qui aiment énormément ça. Et le Barça, on a eu beaucoup de difficultés justement à jongler avec ces deux types de profils et avec ces joueurs qui étaient différents. Ça nous a notamment coûté beaucoup dans quoi? Dans le pressing qu'on voulait faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, quand tu fais exécuter surtout un contre-pressing, tu as besoin avant d'être structuré. Tu ne peux pas lancer un contre-pressing lorsque tu es déstructuré. Donc avant de lancer un contre-pressing, il faut généralement des phases de possession. Prendre son temps pour toi organiser le fait que lorsque tu vas perdre le ballon, tu sois bien organisé. C'est un tout petit peu tricky, mais c'est un peu ça l'idée. Or nous, comme des fois on n'avait pas justement ces phases de possession qui étaient assez lentes, on perdait le ballon et on était déstructuré. On lançait un contre-pressing, sauf que si tu lances un contre-pressing et que tu n'es pas structuré, mais tu te tires une balle instantanément. C'est je donne ce cadeau à mon adversaire pour me fusiller tout de suite, immédiatement. Même le mieux, c'est de reculer. Mais si tu entames un contre-pressing et que tu n'es pas structuré,
structuré, mais c'est la mort assurée. Et le Barça, on a eu beaucoup de difficultés cette saison avec ça. Donc jongler avec ces profils différents, ça va être un peu compliqué justement pour Flick. Autre doute que je peux avoir, c'est au niveau de l'intensité. On l'a dit, c'est un point très important de ce Bayern 2019-2020. C'est un point que j'ai un peu abordé dans la vidéo de la première partie, justement avec Flick, etc. Oui, l'intensité, mais il n'aura pas son staff médical du Bayern, mais il connaît l'agenda pour justement organiser quelque chose de correct. Au Barça, malgré ça, est-ce que tu as des profils de joueurs qui, avec beaucoup de travail, sont capables de te faire 15 km par match à haute intensité? Pedri, en ce moment même, je me pose la question. Gundogan, à son âge, est un joueur extrêmement intelligent, peut-être l'un des meilleurs joueurs cette année du Barça, mais est-il capable justement de redoubler d'efforts? Lewandowski est-il capable de le faire? De Jong, on le voit, son intensité défensive, c'est pas tout le temps ça. Donc plein de joueurs, plein de profils pour lesquels je me demande s'ils vont avoir la possibilité de mettre l'intensité que requiert le jeu de Flick. Et enfin, le dernier doute que j'ai, c'est par rapport au fait qu'on n'est pas dans le même championnat. On va jouer en Liga. On le sait, la Bundesliga, c'est le football total, c'est la verticalité dans tous les sens. C'est si tu es un offensif, tu te régales, il n'y a pas de problème. En Espagne, on l'a vu ces dernières années, tu as des équipes qui tactiquement sont de plus en plus bien rodées, qui arrivent des fois avec des 2 blocs défensifs très regroupés, c'est très serré, on te met en difficulté, on te met beaucoup d'intensité également, des pressings très intelligemment faits. C'est pas la même chose. Est-ce que Flick justement va réussir à s'adapter à un autre championnat, à un autre style de jeu? C'est aussi un de mes doutes. Maintenant, pour conclure la vidéo, 2 petites précisions. Là, je viens de vous parler du fait, est-ce que le Barça, avec cet effectif, peut jouer ce jeu-ci? Mais à tout moment, il y aura des ajustements, il y aura des changements de joueurs. Et je pense que s'il y a des petits changements, bien sûr qu'on va pas faire un mercato dantesque, on connaît justement le contexte du FC Barcelone maintenant, mais des petits ajustements par-ci par-là, il peut y avoir quelque chose de bien, parce qu'il y a des profils et il y a un potentiel qui est intéressant pour jouer ce jeu avec le Barça. Comme on l'a dit, un Baldé dans la verticalité est très intéressant. Un Koubarsi derrière, on l'a vu sa qualité de pied, justement pour dépasser les blocs adverses, il peut être très très bon à ce niveau-là, comme un Boateng l'a été au Bayern Munich. Un De Jong, si on le réajuste un petit peu, hop, un peu dans un rôle à la Kimmich. Un Pedri, intelligemment, il peut essayer de changer certaines choses. Gavi, s'il revient à 100%, très intéressant l'intensité qu'il peut mettre pour le jeu de Flick. Rafinha dans la verticalité, super pour le jeu de Flick. Lewandowski connaît ce jeu-là. Donc, il y a des profils quand même qui peuvent être très intéressants sous ce jeu-là. Avec quelques petits ajustements qu'il y aura peut-être au mercato, ça peut changer certaines choses. Et autre point à préciser, c'est tout simplement, est-ce que Flick voudra mettre cela en place? Je viens de vous faire une vidéo qui expliquait très brièvement ce qui s'est passé en 2019-2020 tactiquement, mais peut-être qu'à tout moment, ce qu'il a présenté Flick à Deco à la direction sportive, c'est pas du tout ça. Peut-être qu'il s'est dit justement, j'arrive en Liga, j'ai pas envie de mettre ce football-là en place, j'ai tel joueur, j'ai pas envie de mettre ce football en place. On ne sait pas, donc ça aussi ça va être des questions et c'est important de le souligner pour comprendre et pour dire attention, ce qu'on a vu de Flick dans le passé, c'est pas forcément ce qui va se passer demain. Et voilà les amis, c'est la fin de la mini-série sur l'arrivée d'Hansi Flick. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas. Bien évidemment, s'il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux la tactique de Flick sur ces années-là, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos à côté, lire d'autres choses, etc., n'hésitez pas parce que moi j'ai fait mes petites recherches à droite à gauche, mais à aucun moment j'ai suivi ce Bayern toutes les journées durant ces saisons-ci. J'ai vu quelques matchs, mais jamais tous les matchs. Donc j'ai quand même quelques manquements, je pense. Et ce que je vous ai fait là, c'est un résumé. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir de précisions à regarder également ailleurs. Mais en tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.